Je me souviens quand j'ai vu la maison, pour la première fois. J'avais 7 ans, et mes jeunes parents venaient d'acheter leur première maison. Elle était spacieuse, et autant vous dire que c'était mieux que notre vieil appartement miteux, où nous habitions auparavant. Après l'exploration de notre nouvelle demeure, je suis finalement descendu dans la cave. Le sous-sol n'était en rien comme le reste de la maison. L'intérieur était élégant et chic, tandis que la cave, elle, était froide, vide et malodorante. Le plafond était parcouru de vieux tuyaux sinueux, et le sol, simplement couvert d'une dalle de ciment. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à l'escalier, et j'ai été immédiatement surpris de voir à quel point il était étrange. L'escalier était encadré par 2 cloisons de plâtre, qui tranchaient avec le reste du sous-sol. En particulier, une section de la paroi avait une couleur différente du reste, et elle faisait tache dans le décor. Je me suis rapproché, et je l'ai tâté. La texture était très étrange. J'ai alors toqué dessus, et un écho a brisé le silence. Quelque chose dans ce son inattendu m'a tout de suite mis mal à l'aise. Mais bon, j'ai pensé que c'était juste des moisissures, ou un truc du genre. J'ai donc remonté l'escalier, pour rejoindre les autres. Alors que nous nous installions, j'ai commencé à me mettre à l'aise, vis-à-vis de mon nouvel environnement. Enfin, excepté pour le sous-sol. Il venait toujours me rebuter, et j'évitais cet endroit, du mieux que je pouvais. À part ça, notre famille était heureuse. Et moi et mon frère, recevions tout l'amour possible de nos parents. Tout était parfait, avant que ça commence. J'ai commencé à entendre des bruits étranges. Quand je l'ai signalé à mes parents, ils m'ont fait le grand classique. Comme quoi c'était le boîte qui travaillait. Une nuit en particulier a pourtant bien démontré que quelque chose n'allait pas. J'étais descendu à la cuisine pour prendre quelque chose à grignoter, et au moment de fermer la porte du réfrigérateur, j'ai entendu comme des tapotements. J'ai tendu l'oreille, pour savoir si je pouvais déterminer la source du bruit. J'ai alors réalisé que ce son venait du sous-sol. Je me suis donc dirigé vers la porte de la cave, et je l'ai ouverte. Et à ma grande surprise, il était là à nouveau. Ce bruit de tapotement. Le même son que j'avais entendu à ma première visite au sous-sol, quand j'avais frappé les cloisons de plâtre. J'ai allumé les lumières, pour descendre les escaliers, afin d'y jeter un œil. Mais les coups ont continué tandis que je descendais. Et là, la peur m'a envahi. N'y tenant plus, je suis retourné en courant dans ma chambre, et je me suis caché sous mes couvertures, jusqu'au lever du jour. Le lendemain, en me dirigeant vers le salon, je suis passé devant la porte du sous-sol. Et devinez quoi? Elle était fermée. Même si j'étais en panique, quand je suis retourné dans ma chambre la veille, je me souvenais très bien avoir laissé la porte ouverte et les lumières allumées. Sur le moment, je pensais que c'était mes parents qui l'avaient fermée. Mais plus tard, en leur mentionnant l'incident, ils m'ont assuré que ce n'était pas eux. Pour ce qui est du bruit, ils m'ont tout simplement dit que ça devait être que le son de la chaudière. Environ un mois après avoir emménagé, ma mère m'a demandé de remonter du linge propre du sous-sol, là où se trouvait notre machine à laver. Bien sûr, j'ai accepté à contre-cœur. Mais on était au milieu de la journée, et suffisamment de temps s'était écoulé pour atténuer la peur que j'avais ressentie une semaine plus tôt. J'ai allumé les lumières, et j'ai rapidement descendu les marches. Je pouvais entendre l'écho de mes pas, et je sentais couler des sueurs froides sur mon front. Arrivé à la dernière marche, j'ai brusquement senti une odeur nauséabonde. Mes parents m'avaient dit qu'il devait y avoir une souris morte, quelque part dans la cave, et m'ont assuré qu'ils allaient la retrouver. Je me suis dirigé vers la machine à laver, j'ai saisi les chaussettes à la hâte, et je les ai enfouies dans le panier à linge. Après avoir fermé la porte de la machine, j'ai examiné les alentours. Le silence de la cave était si étrange. Puis, je l'ai entendu. Un murmure presque inaudible. Au début, je pensais que c'était quelqu'un à l'étage. Comme si sa voix se propageait dans le sous-sol. Cependant, ce n'était pas le cas. Ce bruit venait vraiment du sous-sol. Et plus précisément, dessous les escaliers. Alors que je restais figé par la peur, le murmure est devenu plus fort,
bien que toujours à la limite de la perception humaine. Ce qu'il disait était incompréhensible pour mes jeunes oreilles. Puis il s'est arrêté, aussi vite qu'il a commencé. Je me suis déplacé vers les escaliers, en gardant un œil sur la partie bizarrement colorée de la cloison de plâtre. Alors que j'entreprenais de m'éloigner, le moment le plus terrifiant de ma vie s'est produit. Un gros bruit sourd a secoué les escaliers, presque au point de me faire tomber à la renverse. Les larmes aux yeux, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Et ils ont fait de leur mieux pour me rassurer, mais rien de ce qu'ils disaient ne pouvait m'apaiser. Je leur ai dit que je n'aurais jamais dû descendre au sous-sol. Ils ont pris ma terreur au sérieux, car ils ont honoré ma demande, et ne m'ont plus jamais envoyé à la cave. Après 3 mois dans la maison, les choses étaient revenues à la normale. Mais tout s'est anéanti pour moi et mes parents, la nuit du 2 juillet 1991. C'était le jour où mon petit frère avait disparu. Une demande de rançon, à peine lisible, avait été laissée dans son lit, exigeant $20,000 en espèces. La note informait mes parents que s'ils contactaient la police, Jonathan serait exécuté. Mes parents se sont isolés dans leur chambre, et je pouvais les entendre se disputer sur la décision à prendre. Ma mère a finalement convaincu mon père et a appelé la police. Le lieu et l'heure pour l'échange avaient été indiqués sur la note. Aussi, la police avait mis en place une écoute, au cas où le ravisseur se décidait à appeler. J'ai demandé à mes parents et aux policiers s'ils avaient soigneusement fouillé la maison, au cas où le ravisseur était encore là. Ils m'ont assuré qu'ils avaient tout fouillé, et que Jonathan serait vite récupéré. Mais une idée avait déjà germé dans mon esprit. Une idée qui allait grandir et s'enraciner en moi tout au long de ma vie. Mes parents ont suivi les instructions et ont déposé l'argent, tout en attendant à l'emplacement indiqué. Le ravisseur, quant à lui, n'est jamais venu. Inutile de dire que ça a déchiré ma famille. Les semaines ont passé et il n'y avait pas de nouvelles de Jonathan. Mes jeunes parents dynamiques n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ma mère, en particulier, s'en voulait pour avoir prévenu la police et pensait que c'était la raison pour laquelle Jonathan n'avait pas été retrouvé. Une nuit, alors qu'elle sanglotait, en buvant une bouteille de vin, j'ai finalement décidé de lui parler de la théorie que j'avais en tête. Je lui ai dit que je pensais que c'était celui qui était sous l'escalier, qui avait pris Jonathan, et qu'il était peut-être encore vivant. Elle m'a giflé, et elle m'a gueulé dessus. Sa culpabilité s'exprimait comme de la rage. Elle m'a dit d'arrêter mes conneries de gamin, et de simplement accepter que Jonathan avait été emmené par un putain de malade, et qu'il était mort. Mon enfance a été détruite ce jour-là. Je me souviens de l'envie que j'avais de prendre un marteau, et d'exploser tout ce qui se trouvait sous l'escalier. Mais la peur était trop forte pour moi. Ma famille a déménagé, peu de temps après cet incident. Je me souviens avoir eu un peu d'espoir pour l'avenir. Mais il s'est rapidement évaporé. Mes parents ont divorcé, et moins d'1 an après, ma mère s'est suicidée. Car la culpabilité l'avait submergée. Mon père a fait de son mieux pour m'élever. Mais l'ombre de Jonathan était toujours suspendue au-dessus de nos vies. 20 ans plus tard, j'ai commencé à repenser à la disparition de mon petit frère et à la colère que j'avais ressentie. Ma famille avait eu une chance de jouir d'une vie normale, mais elle avait été brisée par celui qui nous l'avait pris. On ne m'avait pas juste volé un petit frère, on m'avait volé une chance d'être heureux. En grandissant, j'avais fini par accepter la version officielle des événements. Mais ces derniers temps, la curiosité avait recommencé à m'occuper l'esprit. Je suis retourné devant la vieille maison pour constater qu'elle était actuellement vacante. Et des idées ont commencé à tourbillonner dans ma tête. Un soir où j'avais bu, l'ébriété me donnant du courage, je me suis introduit dans la maison. J'avais décidé de le faire. Je me doutais que je n'allais rien trouver sous l'escalier du sous-sol, mais j'espérais que ça allait achever un trop long chapitre de ma vie et me permettrait de tourner la page. À ma grande surprise, les escaliers sonnaient exactement comme dans mon souvenir. Et un bruit creux a envahi le vide du sous-sol. Arrivé en bas, j'ai examiné la cloison. Toujours cette petite zone à la couleur étrange, aussi sinistre que quand j'étais enfant. Cependant, la peur n'allait pas m'arrêter. En fait, je ressentais l'inverse. Je sentais un courage
que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le moment de vérité était venu. Avec toute la force accumulée en moi, par des années de colère refoulée, j'ai foncé droit devant vers la cloison. Et les plaques de plâtre ont cédé au premier coup. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi, et mon courage s'est envolé dans l'instant. Mon Dieu! Il y avait des os partout. Un sentiment d'horreur inimaginable m'a pris en voyant les nombreux squelettes éparpillés. La lumière rasante donnait un air menaçant à leurs minuscules ossements, et des lambeaux de papier, portant des inscriptions incompréhensibles, parsemaient l'espace. Il devait y avoir les restes de 20 ou 30 enfants. Ma peur a continué de grandir, tandis que je réalisais que les crânes étaient manquants. Un squelette en particulier avait attiré mon attention. Je suis tombé à la renverse quand j'ai vu ce qui ressemblait fortement à des traces de morsure sur le petit avant-bras. Je m'attendais à entendre un bruit sourd en tombant sur le béton. Au lieu de cela, j'ai entendu un son creux. J'ai regardé pour voir sur quoi j'avais atterri, et c'était une trappe. J'ai essayé de trouver à nouveau du courage, et j'ai tenté de surmonter la peur. Puis, je l'ai ouverte. Elle menait vers un tunnel sombre. Un vide sanitaire, qui pouvait à peine faire tenir une personne couchée sur le ventre. L'odeur d'humidité qui s'en échappait me répugnait, mais je savais ce que je devais faire. Avant même d'être conscient de ce que mes muscles faisaient, je m'étais retrouvé à ramper dans l'obscurité, me dirigeant vers l'inconnu. J'ai levé les yeux, apercevant un rayon de lumière dans les ténèbres. J'étais arrivé au bout du tunnel. Avec appréhension, j'ai poussé la trappe vers le haut. J'ai sorti ma tête prudemment. Et étrangement, le tunnel conduisait de l'autre côté de l'escalier. Je me suis extirpé hors du tunnel pour me trouver dans le coin du sous-sol, faisant face à un sèche-linge, couvert par des années de poussière. Tout cela me plongeait dans la confusion. Mais avant que je puisse former une pensée cohérente, les lumières s'étaient éteintes dans le sous-sol. Mon cœur s'est serré quand j'ai commencé à entendre quelqu'un descendre les escaliers, marchant lentement, mais sûrement, me signifiant que je n'étais plus seul. À chaque pas, mon cœur s'arrêtait de battre. C'est là que j'ai commencé à entendre ces chuchotements incompréhensibles qui m'étaient familiers. Les souvenirs d'une enfance perdue me sont soudainement revenus en masse. Craignant que la pénombre ne me cache pas convenablement à ce qui approchait, je me suis recroquevillé derrière le sèche-linge, ne voulant pas prendre le risque de voir quelque chose qui pourrait terroriser toutes les fibres de mon être. La panique grandissait en moi. Qu'est-ce que j'allais faire s'il découvrait que son repère avait été révélé? Alors que je réfléchissais à mes options, des cris ont éclaté. Je parle de cris, mais rien ne pourrait réellement décrire ces sons. Le bruit qui venait de briser le silence de la cave était si glaçant et si surréaliste. Il défiait toute description. Il était clair qu'il savait que quelqu'un avait découvert son sanctuaire. En un rien de temps, j'étais déjà dans les escaliers. Fuyant pour ma vie, j'ai couru en direction de ma voiture, trop effrayé pour me retourner. J'ai ouvert la portière et j'ai tourné la clé dans un mouvement rapide. Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai roulé pied au plancher jusqu'au commissariat le plus proche. Hors d'haleine, j'ai tenté d'expliquer à l'officier à l'accueil ce qui venait de se passer. Après ça, la police a lancé une enquête et a rapidement fait la même découverte macabre. Et j'ai été remercié par la communauté pour ce que j'avais trouvé. Ils allaient maintenant être en mesure de mettre fin aux avis de recherche pour plusieurs cas de disparition. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de trouver l'auteur de ces crimes odieux. Ils ont commencé à analyser l'ADN des ossements, et un profond sentiment de soulagement m'a envahi, puisqu'il s'est avéré que l'un des petits squelettes appartenait à Jonathan. J'ai partagé les nouvelles avec mon père, et son regard s'est illuminé. Le fardeau qu'il avait porté pendant tant d'années avait été levé. Nous nous sommes embrassés, des larmes plein les yeux. Toutefois, le soulagement a été pour moi de courte durée. La pensée qui me tient éveillé la nuit, c'est de savoir que cette chose est encore en liberté. La question qui empoisonne mon esprit est de savoir si ce monstre est propre ou figuré. J'espère ne jamais le savoir.